Mais c'est pour parler d'une autre maladie qui est située à l'interface entre la rhumatologie et la pédiatrie, et aussi pour parler d'une autre facette de la spondyloarthrite. On a vu ce matin la spondyloarthrite radiographique et non radiographique. Et pour introduire le sujet, donc, je fais appel à cette citation d'Oscar Wilde. En effet, on parle dans son célèbre ouvrage Le fantôme de Canterville, et il parlait en fait des relations entre Américains et Anglais, et des points communs et des points de discorde entre Anglais et Américains, et il dit qu'ils ont tout en commun, c'est-à-dire les Anglais et les Américains, sauf la langue. Ils parlent tous l'anglais, mais c'est le point de discorde à son avis. Donc effectivement, nous, pédiatres et rhumatologues, donc, nous examinons les patients de la même façon, nous demandons les mêmes explorations, nous prescrivons les mêmes traitements, mais curieusement, nous ne traitons pas la même maladie, du moins on l'appelle différemment. En effet, les pédiatres se réfèrent plus à la classification de Lillard, et la forme qui correspond le plus à la spondyloarthrite, c'est l'arthrite en rapport avec une anthésite. En fait, la classification Hillard est basée autour de l'atteinte articulaire périphérique, et ils ont essayé de voir un peu les caractéristiques de cette atteinte articulaire périphérique, polyarticulaire, oligoarticulaire, séropositive, séronégative, associée à des manifestations systémiques ou extra-articulaires. Donc, la deuxième forme qui peut s'intégrer dans le cadre des spondyloarthrites, c'est l'arthrite psoriasique, et aussi certains auteurs parlent aussi des arthrites indifférenciées qui, dans certaines proportions, peuvent évoluer vers les spondyloarthrites. Alors, la principale caractéristique de cette classification Hillard, c'est qu'elle avance donc des critères d'exclusion. Et vous voyez très bien que le psoriasis constitue un critère d'exclusion pour l'ERA, et le HLA-B27 constitue un critère d'exclusion pour l'arthrite psoriasique. Contrairement à ce que nous, rhumatologues, font, en fait, donc, aussi bien le psoriasis que le HLA-B27 constituent des critères de classification donc, de ces deux maladies. Alors, la classification ASAS, c'est la classification qu'on utilise le plus, et c'est une classification qui différencie essentiellement deux formes. Donc, la forme axiale, qui est basée qui correspond plutôt à la forme adulte, mais aussi la forme périphérique, et c'est celle qui se rapproche le plus de la forme pédiatrique, où vous voyez bien qu'elle est basée autour de l'atteinte articulaire périphérique, aussi bien articulaire qu'anthésétique. Alors, une révision donc, des critères Hillard a été proposée récemment par Nagrovic. En effet, il englobe les différentes formes pédiatriques, donc d'arthrite pédiatrique, en 4 grands syndromes. Alors, vous avez donc la forme séropositive, séronégative, la forme systémique, bien sûr, et cette nouvelle révision donc, de ces critères a l'avantage d'intégrer dans le même cadre de spondyloarthrite l'atteinte articulaire périphérique, le psoriasis, et vous voyez ici qu'il y a un petit contingent d'oligoarthrites indifférenciés qui peuvent évoluer donc, dans ce cadre de spondyloarthrite. Alors, aussi bien l'ERA que la spondyloarthrite à début juvénile partagent le même gène de susceptibilité. Et là, Nagrovic a fait le travail colossal donc, de revoir pratiquement tous les gènes de susceptibilité au rhumatisme inflammatoire, aussi bien adulte qu'enfant. Et vous voyez, donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les gènes de susceptibilité à la spondyloarthrite et les gènes de susceptibilité à l'ERA. Et vous voyez très bien que j'ai pas de pointeur, oui. Donc, que le HLA-B27 est le principal gène de susceptibilité pour ces deux formes. Pour la spondyloarthrite, il y a aussi d'autres gènes qui ont été mis en évidence, mais qui n'ont pas encore été étudiés chez l'enfant, ce qui fournit donc l'agenda de recherche dans ce cadre. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le mécanisme physiopathologique et le rôle du HLA-B27, mais plutôt pour parler du microbiome et du rôle donc d'un déficit en fait, donc la présence du HLA-B27, elle serait responsable d'une hyperperméabilité intestinale dû à un déficit immunitaire. Associé à cette hyperperméabilité intestinale, il y a une altération du microbiome intestinal, avec en particulier une perte de bactéries qui seraient protectrices. Ces données ont été confirmées chez l'adulte. Vous aurez plus de détails cet après-midi avec la conférence du professeur Miceli. Et ces données viennent aussi d'être confirmées chez l'enfant dans la forme ERA, avec l'étude de Stoll et collaborateurs, qui ont montré dans un échantillon de sel et de sang
également la présence, une diminution nette de cette espèce de bactérie que je n'arrive pas à prononcer, effectivement. Et cette bactérie, elle semble, d'après les gastro-entérologues, sa présence semble associée à une réduction de l'inflammation intestinale, et donc ça explique bien le processus physiopathologique. Alors, pour se résumer, quels sont les points de discorde et de rencontre entre l'arthrite en rapport avec une enthésite et la spondyloarthrite juvénile? En effet, l'atteinte périphérique est au premier plan dans la forme pédiatrique, alors que la forme axiale, c'est plutôt l'atteinte est prépondérante dans la forme axiale. Le rhumatisme psoriasique est une entité distincte, et le psoriasis est un critère d'exclusion dans la forme pédiatrique, alors qu'il y a des rapports étroits entre spondyloarthrite et rhumatisme psoriasique pour la forme adulte. Le HLA-B27 qui semble moins fréquent dans les séries pédiatriques, et ça peut-être on peut le comprendre parce qu'on sait très bien que le HLA-B27 est moins fréquent dans la forme périphérique que dans la forme axiale. Et aussi, l'âge de début dans les séries pédiatriques est plus précoce que dans les séries examinées par les rhumatologues qui voient les patients adultes. Mais là, il faut faire attention à un éventuel biais de mesure, parce que le diagnostic de l'âge de début chez les patients traités à l'âge adulte est un diagnostic rétrospectif, et les patients peuvent se tromper de la date exacte de début des symptômes. Alors, en fait, s'agit-il des mêmes patients? Les patients qui répondent aux critères ERA et les patients qui répondent aux critères ASAS pour la spondyloarthrite juvénile? Là, je vous rapporte cette étude de l'équipe du professeur Cartier. Ils ont colligé, ils ont essayé d'appliquer ces critères dans leur population. Il s'agit de 104 patients qui ont été inclus. Ces patients avaient un suivi moyen de 2 ans et demi. Et ils ont essayé d'appliquer les critères d'inclusion. Ils ont inclus tous les patients qui répondaient aux critères ERA, de l'hilar pour la forme ERA et l'ASAS périphérique pour la forme spondylarthrite juvénile. L'âge de début exigé était inférieur à 16 ans. Le diagnostic a été retenu selon le praticien. C'est un diagnostic sur avis d'experts. Et ils ont gardé les patients qui avaient un psoriasis. Ils ne les ont pas exclus. Les critères d'exclusion, c'était seulement les patients présentant des MICI et une durée de suivi insuffisante. Et là, vous voyez qu'à la première consultation, il y avait 73% de leurs patients qui répondaient aux critères de l'ASAS périphérique, alors que seulement 48% répondaient aux critères ERA. Et après le suivi, à la dernière consultation, 92% des patients répondaient aux critères ASAS périphériques et 75% des patients seulement qui répondaient aux critères HILAR. Alors, un petit mot sur l'épidémiologie. En fait, 7 à 15% des AIJ correspondent à la forme ERA, 14% dans la série de professeur Hofer, 15 à 20% des spondyloarthrites débutent avant l'âge de 16 ans. L'âge de début, le sexe ratio, là aussi, on note une moins prépondérance masculine dans la forme pédiatrique. Ce caractère a été rapporté aussi dans les spondyloarthrites périphériques et rapporté aussi dans les spondyloarthrites non radiographiques, qui semblent toucher plus la femme que les hommes. Et on note moins aussi d'antécédents familiaux de spondyloarthrites dans les séries pédiatriques. Alors, vous voyez là les résultats de la cohorte française. On a aussi les résultats d'une cohorte multinationale, en fait, qui collige 5 sites. Il y a 4 sites américains et un site italien. Et c'est une cohorte qui comporte quand même 234 patients. Et c'est une cohorte qui a l'avantage d'étudier des patients dont la maladie vient de commencer, des formes débutantes. Et là, vous retrouvez que le HLA-B27, par exemple, il est présent uniquement dans 60% des cas, et les antécédents familiaux de maladies de spondyloarthrite seulement dans 15% des cas. Et là, voici la distribution de ces différentes caractéristiques en fonction des sites. Le site italien, c'est le 5e site, il est en bleu. Et vous voyez très bien, il y a une différence nette entre les différents sites des différentes caractéristiques de cette pathologie.
Alors, comment se présente donc la spondyloarthrite à début juvénile? L'atteinte articulaire périphérique est prépondérante. Elle est présente dans 56% des cas sous forme d'oligoarthrite, dans 26% des cas sous forme de polyarthrite, et l'atteinte anthésitique, elle est présente au diagnostic, donc au début de la maladie, dans 72% des cas. Au cours de l'évolution, l'atteinte périphérique, elle est encore plus fréquente, elle est retrouvée dans 87% des cas. Elle touche surtout la hanche, elle touche surtout le genou, la cheville et le pied, la tarsite, donc, et avec une atteinte du gros orteil. Il faut savoir, donc, j'attire votre attention à ce que l'anthésite en rapport avec l'arthrite en rapport avec une anthésite, c'est la seule forme d'AIJ où la coxite peut être inaugurale. C'est-à-dire, si un enfant qui se présente avec une coxite isolée, pensez en premier lieu à outre bien sûr, il faut éliminer les autres diagnostics, mais à une forme, donc à une spondyloarthrite. Alors, qu'en est-il de l'atteinte axiale? Elle est rare chez l'enfant, elle est retrouvée, donc des rachalgies inflammatoires sont retrouvées dans uniquement 20% des cas au début de la maladie. La sacroïlite est retrouvée dans seulement 30% des cas au début de la maladie, et au cours de l'évolution, donc l'atteinte axiale est retrouvée dans 60% des cas, et la sacroïlite uniquement dans 50% des cas. L'anthésite, donc, elle reste fréquente aussi bien au début qu'avec l'évolution. Alors, comment peut-on faire le diagnostic précoce? Vous voyez bien que les caractéristiques cliniques ne permettent pas de trancher ou bien d'apporter d'éléments solides pour pour pouvoir retenir d'une façon certaine le diagnostic. Le HLA-B27 ne semble pas aider pour beaucoup, donc du moins chez l'enfant, et là, il faut insister sur le rôle de l'imagerie. Alors, l'imagerie, elle joue un rôle important dans le diagnostic précoce des spondyloarthrites à début juvénile. Alors, faut-il faire des radiographies du bassin systématiquement chez les patients chez qui on suspecte une spondyloarthrite juvénile? Vous avez vu que la sacroïlite au début n'était présente que chez un tiers des patients. Alors, faut-il faire systématiquement les radiographies du bassin? Quelle est la place de l'échographie et des anthèses et des articulations? Et enfin, on va voir s'il faut faire ou non IRM du rachis et des sacroiliaques. Alors, là, sur cette radio, donc, vous voyez très bien, on n'a pas du mal à retenir le diagnostic ou bien à confirmer la sacroïlite. On a, outre l'élargissement de l'interligne, on a une belle condensation de part et d'autre. Là, le diagnostic n'est pas difficile, mais ce n'est pas toujours le cas. Et la radiographie du bassin, elle est très difficile à interpréter, surtout dans les formes débutantes. Alors, cette étude a essayé d'évaluer, donc, de façon prospective, la fréquence de la sacroïlite au cours de la spondyloarthrite à début juvénile. Donc, ils ont colligé 40 patients répondant aux critères de Lillard, 14 contrôles qui ont été référés à un centre de rhumatologie pédiatrique de 3e ligne. Seulement 5 patients avaient une sacroïlite et seulement 2 parmi ces 5 patients permettaient de confirmer d'une façon certaine cette sacroïlite sur les critères de New York. Donc, ça relève toute la difficulté de l'interprétation de la radiographie des sacroiliaques chez ces patients. Alors, au cours de l'évolution, je reviens à la cohorte française. Au cours de l'évolution, au bout de 5 ans, seulement 47% des patients ont développé une sacroïlite radiographique, et ce n'est qu'au bout de 5 ans. Donc, ça relève toutes les difficultés d'interprétation et d'étude des sacroiliaques chez les enfants. Alors, est-ce que l'IRM peut mieux faire? L'IRM, là aussi, elle doit être interprétée par un radiologue qui est expérimenté aussi bien en pathologie musculo-squelettique ou bien osseo-articulaire qu'en pathologie pédiatrique, parce qu'il y a plusieurs artefacts, puis il y a plusieurs sources de difficultés d'interprétation donc de ces IRM, avec la vascularisation persistante, avec le cartilage de conjugaison, et avec qui permettent d'avoir des lésions qui peuvent être prises pour des lésions inflammatoires ou bien pour des érosions. Donc, il faut savoir à qui adresser les patients pour faire l'IRM. Alors, quels sont les signes qu'on va retrouver à l'IRM? C'est exactement les mêmes signes qu'on revoit chez l'adulte, c'est-à-dire l'œdème, l'hyposignal antéen, l'hypersignal, c'est-à-dire l'œdème osseux, le rehaussement de la synoviale, les érosions et la sclérose.
Alors, quelle est la fréquence donc, de ces signes IRM? Là, sur cette étude prospective qui a colligé 80 patients répondant, donc, qui présentaient une spondyloarthrite juvénile, seulement 31% des patients avaient une sacroïlite à l'IRM. Et là, vous voyez que 29% avaient une sacroïlite inflammatoire, des signes inflammatoires, essentiellement à type donc, de rehaussement de la synoviale, 28% des cas, d'hypersignal STIR au sein de l'articulation dans 29% des cas, d'œdème osseux 20% des cas et de capsulite dans 8% des cas. Les lésions structurales ont été retrouvées dans 18% des cas, à type d'érosion 14%, de graisse, de sclérose et d'ankylose. Alors, les signes les plus spécifiques étaient l'ankylose, certainement. La capsulite, là, c'est un signe qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup, nous, rhumatologues, mais ça a été relevé dans cette étude. Donc, c'est un signe qui avait une très grande spécificité. L'œdème osseux et les érosions. Pour les signes les plus sensibles, c'était surtout le rehaussement de la synoviale. C'était le signe le plus sensible, 50%, avec une sensibilité à 50%, et l'évaluation globale par le radiologue qui va interpréter cette IRM. Alors, les auteurs conclut qu'en fait, il ne faut pas éliminer le diagnostic de spondyloarthrite à début juvénile si on a une IRM négative. Ça ne permet pas d'éliminer le diagnostic. Et ils ont essayé de voir quel est le signe qui avait le meilleur rapport de vraisemblance, qui permettait le mieux de retenir le diagnostic. C'était l'œdème osseux, avec un rapport de vraisemblance à 10. Et l'association d'un œdème osseux avec un rehaussement de la synoviale avait le meilleur rapport de vraisemblance à 19. Alors, doit-on interpréter donc l'IRM des sacro-iliaques de la même façon chez l'adulte que chez l'enfant? Peut-on appliquer les critères ASAS de définition donc, de la sacro-ilite chez l'enfant et chez l'adulte de la même façon? Là, on a les résultats de cette étude intéressante. C'est une étude rétrospective sur 2 ans. Donc, ils ont inclus tous les patients qui ont été référés à un centre donc, de rhumatologie pédiatrique pour douleur des sacro-iliaques ou lombalgie inflammatoire. Donc, les critères retenus, c'était un avis d'expert. Et le diagnostic définitif a été retenu sur avis d'experts, 2 experts rhumatopédiatres donc d'une assez longue expérience, et ils ont revu tous les dossiers, ils n'ont pas vu l'IRM. Les radiologues n'ont pas vu les dossiers et ils ont vu l'IRM, et donc ils ont fait un exercice, donc une lecture de façon indépendante. Alors quels sont les résultats? En définitive, sur 109 patients, il y avait 47 chez qui on a retenu le diagnostic de spondyloarthrite à début juvénile. Et parmi ces patients, il y avait 23 patients qui avaient une sacroïlite à l'IRM. Et parmi ces 23 patients, seulement 12% répondaient à la classification ASAS, donc de la sacroïlite à l'IRM. Alors, globalement, donc la sensibilité de l'IRM est assez moyenne, elle est de 50%. Donc sa valeur diagnostique est aussi moyenne si on voit donc les résultats d'une façon globale avec un rapport de vraisemblance à 4. Mais si on applique les critères ASAS chez l'enfant, on améliore nettement notre rapport de vraisemblance, donc notre valeur diagnostique de cette IRM qui remonte à 8, mais au dépend de la sensibilité qui baisse à 26. Alors, faut-il ou non faire une IRM du rachis? Pour l'IRM du rachis, elle montre exactement les mêmes signes chez l'adulte que chez l'enfant. Un peu plus fréquemment, une atteinte de l'arc postérieur chez l'enfant que chez l'adulte. Donc, les radiologues doivent être avisés, ils doivent examiner d'une façon... donc, ils doivent bien examiner l'arc postérieur. Mais globalement, l'IRM est négative si le patient n'est pas symptomatique. Il ne faut pas faire d'IRM du rachis si le patient n'a pas de rachialgie inflammatoire. Elle sera négative. Alors, les autres sites, y a-t-il d'autres sites intéressants pour donc rechercher des signes en faveur d'une spondyloarthrite à début juvénile? Il y a des auteurs qui sont intéressés à faire une IRM corps entier pour chercher en effet ces sites, et ils ont retrouvé que parmi les sites les plus fréquents, c'était la tarsite, l'atteinte du pied, aussi bien du tarse qu'au niveau donc du calcanéum, du site anthésitique. Là aussi, ils ont relevé donc, dans pratiquement la moitié des patients une atteinte du pôle inférieur de la patella.
Au niveau du bassin, il ne faut pas se contenter des sacro-iliaques, il faut regarder aussi la hanche à la recherche donc d'une coxite associée et aussi les sites anthésiques, notamment l'épiniliaque antéro-supérieur et antéro-inférieur et aussi la symphyse pubienne. Et aussi le grand trochanter, là où on a donc la majorité des localisations anthésiques. Et il faut pas l'avantage aussi donc de l'IRM corps entier, c'est qu'elle détecte aussi d'autres localisations, notamment l'épaule. Alors, l'échographie est une technique donc en plein essor actuellement. Et chez l'enfant, elle présente de très bons résultats qui sont comparables à l'adulte. Il faut faire attention seulement pour le réglage Doppler chez l'enfant et il faut faire attention aussi au cartilage de conjugaison qui ne doit pas être pris pour une érosion osseuse. Et l'échographie, elle permet donc d'examiner les sites anthésiques avec recherche de signes inflammatoires, de signes inflammatoires et de signes d'anthésite aiguë et de signes d'anthésite chronique. Elle peut examiner aussi les articulations périphériques à la recherche donc pour confirmer les synovites et elle peut examiner aussi les patients qui présentent une dactylite en montrant aussi bien l'atteinte articulaire que périarticulaire. Alors le diagnostic différentiel se pose surtout avec les autres arthrites juvéniles, notamment la forme oligo-articulaire et la forme indifférenciée. En cas de douleur rachidienne chez un jeune enfant, il faut faire attention à l'atteinte mécanique, donc à la maladie de Scheuermann en particulier, entre autres. Là, les radiographies permettent de bien, étayer le diagnostic. Et notre attention a été attirée ces derniers temps par une maladie que nous, rhumatologues, ne connaissons pas beaucoup. Nous, du moins, on n'en fait pas souvent le diagnostic, mais que les pédiatres connaissent mieux que nous, c'est la fièvre méditerranéenne familiale. Et il semble que dans 5% des cas, cette fièvre méditerranéenne familiale, donc les patients peuvent présenter une sacroïlite au cours de l'évolution. Alors on dispose de cette étude turque qui a essayé de comparer 15 patients présentant une FMF avec sacroïlite à 30 spondyloarthrites juvéniles et ils ont essayé de rechercher quelles sont les caractéristiques qui permettent de distinguer entre ces deux entités. Alors, ils ont relevé un syndrome inflammatoire biologique plus important en cas de FMF. Si votre patient a donc de spondyloarthrite à début juvénile présente une FMF avec syndrome inflammatoire, pensez à la spondyloarthrite, pensez à la FMF. Le HLA-B27 est plus fréquent dans la spondyloarthrite. L'atteinte axiale est absente dans le FMF et il y a moins d'anthésite dans le FMF. Alors, l'évolution. Quels sont les facteurs prédictifs d'évolution de la maladie? Donc, d'une activité persistante de la spondyloarthrite à début juvénile. Là, on a une atteinte axiale donc d'emblée, la présence du HLA-B27, le sexe féminin est un facteur de mauvais pronostic et l'absence d'antécédents familiaux est un facteur donc de mauvais pronostic. Je ne peux pas m'en passer de parler de la coxite, qui est une atteinte qui est particulièrement fréquente dans les pays nord-africains et qui expose à un retentissement fonctionnel important qui peut être vraiment handicapante chez nos patients. Alors, la coxite de la forme juvénile est-elle plus grave que la coxite vue chez l'adulte? En effet, sur cette étude, donc, qui a colligé 160 patients présentant une spondyloarthrite à début juvénile, les auteurs les ont comparés à pratiquement 400 patients présentant une SPA diagnostiquée à l'âge adulte et ils ont trouvé que la forme juvénile expose un risque plus élevé de recours à la PTH que la forme adulte et ceci a été confirmé après correction pour la durée d'évolution de la maladie avec un risque multiplié pratiquement par 2,5. Le monitoring, donc on dispose actuellement de paramètres spécifiques à la forme pédiatrique, le JADAS qui n'évalue pas l'atteinte axiale et le Juvenile Spondyloarthritis Disease Activity Index qui a l'avantage d'évaluer l'atteinte axiale. L'imagerie, ce n'est pas nécessaire de refaire les radiographies. Il y a un risque important d'irradiation. L'échographie permet donc d'évaluer l'évolutivité des articulations et des anthèses. Et l'IRM des sacro-iliaques et du rachis ne doivent pas
être systématique si le patient est asymptomatique. Alors, comment peut-on suivre l'évolution structurale? Actuellement, on dispose d'un nouveau moyen d'évaluation de l'atteinte structurale qui est l'EOS. C'est une technique radiologique assez nouvelle qui a l'avantage d'être très peu irradiante. La dose reçue par EOS est divisée par 10 par rapport à une radiographie standard, et aussi le temps de réalisation de cet examen qui est de quelques minutes. Imaginez si on a à faire tout un bilan, donc d'un rachis, bassin et enthèse chez un patient, ça peut prendre jusqu'à 1 heure, voire 1 heure et demie. Le traitement, je vais passer rapidement. On dispose des recommandations de l'ACR 2011. C'est les toutes dernières, donc c'est les dernières en date. Effectivement, et donc vous pouvez les voir, mais globalement, ils se superposent avec ce qu'on fait, nous, avec les adultes. Alors, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on peut prescrire du diclofène, ibuprofène, naproxène, mais aussi de l'indomidacine hors AMM. Il faut savoir que la HAS a autorisé donc, la prescription d'indomidacine sur avis d'experts, donc hors AMM, mais il faut attirer votre attention que le taux de maintenance de ce traitement par anti-inflammatoire non stéroïdien est très faible, et là vous voyez sur cette cohorte GESPIC, sur la partie pédiatrique, donc à début juvénile de la cohorte GESPIC, avec un suivi comme vous voyez sur 4 ans, et seulement 23% des patients donc recevaient un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien après 4 ans d'évolution, alors que pratiquement la moitié avait une maladie qui est active. Donc, ceci est dû essentiellement à la mauvaise tolérance de ce traitement. Qu'en est-il des SDMARS? Leur prescription reste faible, 22% seulement au moment du diagnostic et 11% seulement au bout de 4 ans. De fait peut-être de leur efficacité qui semble faible. Je suis désolée pour la qualité de l'image qui ne paraît pas très bien, mais là c'est une revue de la littérature qui a colligé toutes les études qui ont évalué l'effet des anti-TNF sur la spondyloarthrite juvénile. Il y a 9 études et toutes ces études étaient positives, et avec, donc vous voyez, il y a des études avec plus de 2 ans donc de suivi. Il y a des études en double aveugle pour l'étanercept et l'adalimumab. Et il y a aussi une étude qui a évalué les patients sur une période de 7 ans et qui a confirmé donc l'efficacité et la bonne tolérance de ces traitements au bout de 7 ans. Là, vous avez cette étude avec l'étanercept et vous voyez que la réponse thérapeutique est tout à fait respectable, donc sur les critères ACR 90 et sur donc la maladie en rémission. Là, c'est l'étude dont je vous ai parlé, donc qui a évalué les patients sur 7 ans d'utilisation des anti-TNF. Vous voyez très bien que les patients avaient un bon profil de tolérance et une bonne efficacité de ce traitement. Alors, qu'en est-il des nouvelles cibles thérapeutiques? Donc, dans la forme adulte, on a actuellement donc les anti-IL-17 et aussi les molécules donc, qui ciblent l'axe IL-23 et IL-12. L'anti-IL-17, le secukinumab, a montré son efficacité dans la forme adulte, aussi bien sur les critères donc de l'inflammation, que sur l'atteinte structurale. Donc, c'est une molécule qui est très prometteuse chez l'adulte. Qu'en est-il chez l'enfant? Il y a une étude actuellement en cours qui est enregistrée sur le site clinicaltrials.gov donc les auteurs ont commencé le recrutement début 2017 et on espère avoir les résultats très bientôt. Et comme on a commencé avec la littérature, on va finir avec la littérature, et là on va parler d'un philosophe et d'un poète italien et qui semble être l'écrivain ou bien l'orateur, donc le poète le plus influent après Dante, et il est perçu dans le monde de la littérature comme le poète du pessimisme. Et Alfred de Musset, donc en parlant de lui, a dit sombre amant de la mort, pauvre Léopardi, et il semble que ce célèbre poète est décédé d'une arthrite, donc d'une spondyloarthrite à début juvénile. Alors, on ne va pas être aussi pessimiste que Léopardi, on ne va pas voir des têtes de mort partout. Ce n'est que le bourgeon d'une fleur, donc que vous voyez ici. Et
actuellement, nos connaissances ont bien évolué dans le cadre donc des mécanismes physiopathologiques de la spondyloarthrite juvénile. On a de meilleurs moyens de diagnostic précoce, notamment l'IRM et l'échographie. On a des traitements qui sont efficaces et aussi on a un agenda de recherche qui est assez chargé. Et on doit commencer d'abord par une concertation entre les rhumatologues et pédiatres pour les critères de classification. Et donc, des études aussi sont nécessaires du point de vue imagerie et sur le traitement aussi et sur un éventuel effet structural de ces traitements par biothérapie. Et je vous remercie.